établissements, voilà, merci beaucoup euh, pour le rappel de l'enregistrement. Car bien sûr, si vous ne pouvez rester jusqu'au terme de la séance ou si vous voulez partager cette expérience et ces webinaires avec d'autres, n'hésitez pas puisque l'enregistrement sera partagé et, comment dire, accessible en tout temps, en tout lieu. Je vais donner la parole à Christelle, qui est la personne qui invite, comment dire, notre intervenante de ce jour, qui est Émilie Doutreloup. Christelle, si tu es disponible, j'ai vu que tu étais là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Didier. Effectivement, une thématique sur laquelle je trouvais particulièrement important de discuter ensemble et puis une intervenante qui, je pense, a un angle d'attaque aussi qui est intéressant, c'est-à-dire penser des pratiques dites inclusives pour toutes et tous. Et quand on dit le tous, c'est un mot qu'on dit facilement, mais c'est pas nécessairement simple à mettre en œuvre. Et il nous semblait que c'était intéressant, à la fois du point de vue évidemment des personnes enseignantes, hein, qu'on soit prof, chargé de cours, qu'on soit vacataire ou permanent, mais aussi du point de vue des personnels pédagogiques de l'enseignement supérieur. Et là, on pense aux personnes conseillères pédagogiques, mais aussi aux personnes qui sont parfois en première ligne avec les étudiants, qui reçoivent les demandes, qui ne savent pas toujours comment les interpréter, comment faire le lien et comment rester dans ce qu'on appelle parfois, nous, au Québec, les pratiques d'accommodement dites raisonnables. En tout cas, pour tous ces éléments-là, je pense qu'Émilie est vraiment quelqu'un qui va nous faire réfléchir là-dessus et je suis extrêmement contente, heureuse et honorée qu'elle ait accepté d'être des nôtres pour ce premier webinaire. Merci beaucoup, Christelle. Sans transition, je donne la parole à Émilie, qui bien sûr va nous dire comment reconnaître les diversités, pratiquer l'inclusion sans se fatiguer. Merci. On se fatigue. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous voyez bien mon partage d'écran? Oui. Bon, moi, je ne vous vois pas. Là, j'ai mon petit écran. Alors, je me lance. Émilie Doutreloup, je suis professeure à l'Université Laval, ancienne conseillère pédagogique dans le réseau collégial pendant plusieurs années. Je suis encore en transition identitaire, là, donc j'ai besoin de nommer mes deux titres. Je suis heureuse titulaire d'une chaire de leadership qui s'intéresse aux questions d'équité, diversité et inclusion en éducation. Donc, ça me fait plaisir de venir parler avec vous de pratiques inclusives, de pédagogie inclusive et de passer un peu plus de temps sur des exemples concrets parce que souvent on est dans les définitions, mais je vais vous montrer je vais vous présenter des exemples qui sont imparfaits probablement, des exemples de choses que moi je mets en place dans mes salles de classe et puis on pourra en discuter ensemble. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, revenir un peu sur le contexte de l'inclusion en enseignement supérieur. Euh, Faire un lien avec le modèle de l'éducation inclusive et puis nommer ensemble les composantes clés d'une pratique inclusive. Donc, une fois que tout ça va être fait, on pourra aller voir quelques exemples que j'ai préparés pour vous. Alors, le contexte de l'inclusion en enseignement supérieur. Bon, ça, c'est une diapo que j'aime beaucoup. Je peux passer 30 minutes dessus, mais je vais être plus brève parce que c'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Mais ce que je veux qu'on comprenne de cette diapo ici, c'est que ça fait très longtemps qu'on a des préoccupations pour l'inclusion dans le monde de l'éducation. Si on repart de très loin, 1930, 1940, bon, c'est peut-être pas si loin que ça, mais on était dans une période assez noire à plusieurs endroits dans les Amériques, puis en Europe aussi, dans un moment où on appelait le mouvement de l'eugénisme, où il y avait des écoles, des instituts qui prenaient certaines populations et qui cherchaient un peu à les isoler. Donc, on parle des personnes en situation de handicap qui étaient mises dans des institutions. On parle des personnes autochtones, donc les enfants qui étaient mis dans des pensionnats, un peu dans un objectif de les écarter, un peu de les éliminer. Donc, pour sortir de cette noirceur-là, il y a eu le mouvement de normalisation qui est arrivé à des moments un peu différents, là, tout dépendant de notre position géographique, où on a fermé ces écoles-là, ces instituts-là, et on a créé des écoles spécialisées, donc pour les personnes en situation de handicap, par exemple.
Par contre, le mouvement des droits civiques a remis en question les classes spécialisées en disant qu'en fait, tout le monde devrait avoir leur place à l'école ou en enseignement supérieur notamment. Et ce qui tranquillement nous a amené là, dans les années 2000 à un mouvement de l'inclusion, qui était un mouvement qui était, qu'on dit qui était plus, je ne veux pas dire un mouvement qui était plus inclusif, mais rassembleur, voilà. Qui était plus rassembleur, qui rassemblait plusieurs préoccupations, les mouvements antiracistes, interculturalistes, féministes, les droits civiques. Donc, dans le mouvement de l'inclusion, on y trouvait chacune notre compte. Et ben, l'UNESCO a joué un grand rôle là, en mettant à plat les principes directeurs pour l'éducation inclusive. Bon, un petit peu après, il y a un autre mouvement qu'on va moins parler aujourd'hui, le mouvement de l'équité, la diversité et l'inclusion qui a fait son entrée donc à des endroits différents, en gouvernance, en recherche, tranquillement en pédagogie aussi, mais vraiment à des échelles variables d'un pays à un autre. Alors, donc, il faut comprendre que l'enseignement supérieur, en fait, présentement, est dans une situation où bien, on a des exigences gouvernementales, des engagements internationaux qui nous poussent à utiliser, à mettre de l'avant davantage l'inclusion dans un système qui, traditionnellement, a été très élitiste, qui se base encore sur des modèles de colonialisme, qui a exclu les femmes pendant un moment et qui continue à véhiculer aussi de différentes manières, peut-être plus sournoises maintenant, mais du racisme. Donc, on est devant un système qui est assez inégalitaire, le système de l'enseignement supérieur, et puis on essaie de balancer ça avec les exigences et puis les responsabilités que chacun devrait prendre. C'est ce qui m'amène à vous présenter ici, très brièvement encore, différents endroits, différentes filières ou axes où est-ce que l'inclusion peut être déployée à l'enseignement supérieur. Donc, on parle des environnements physiques et virtuels, on parle des services étudiants, de la gouvernance, des sports, de la dotation, services au personnel, des communications, de la recherche. Là, vous comprenez que je ne vais pas aller en détail dans chacun d'entre eux, mais on est en train de finaliser. Moi, j'ai mis à apparaître ici, là, un livre sur le sujet, éventuellement un petit guide pratique également. Mais ce que je voulais, ce que je voulais pointer aujourd'hui avec vous, c'est que bien, dans tous ces axes-là de déploiement de l'inclusion à l'enseignement supérieur, bien, il y a la pédagogie. Puis parfois, on l'oublie. Dans plusieurs établissements, on va parler davantage d'inclusion dans la dotation. Donc, il faut avoir des équipes diversifiées dans les services qu'on va donner aux étudiants et étudiantes, dans la gouvernance. Donc, plusieurs recherches ont mis de l'avant justement que quand on parle d'inclusion à l'enseignement supérieur, souvent, on va être davantage dans la gouvernance puis dans la dotation et beaucoup moins dans la pédagogie. Et puis, ben, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous réunit, ben, c'est parce qu'on s'intéresse à la pédagogie. Alors, je vous parlais tout à l'heure qu'en 2009, on a tracé les grandes lignes de l'éducation inclusive et puis les pratiques pédagogiques inclusives, ben, elles s'inscrivent dans ce paradigme-là. Donc, ce que c'est l'éducation inclusive, bien, c'est un processus qui souhaite accroître la participation du plus grand nombre d'apprenants et d'apprenantes. Et puis ça, ben, c'est en réduisant les exclusions. Donc, on est dans l'accès à l'enseignement supérieur, mais on est aussi dans l'accès au curriculum varié, puis aussi à des cultures. Hein, la culture académique, c'est pas accessible pour tout le monde, par exemple. Ben, l'éducation inclusive, elle suppose une transformation. C'est un gros mot, une transformation. J'ai déjà eu un cours de lecture dirigée avec Lorraine Savoisac, qui m'avait dit que transformation, c'est quelque chose qui est inatteignable. Mais bon, je pense qu'on peut rêver, qu'on peut transformer les systèmes d'enseignement supérieur. Donc, transformer, modifier les contenus, les approches, les structures,
pour... Ah là, j'ai mis encore tous les enfants, pardon, j'ai oublié de le changer pour tous les étudiants et étudiantes. Je reprends un petit peu là, ce qui était écrit dans le dernier encadré. On dit que c'est une responsabilité partagée pour transformer ou changer plusieurs choses. Donc, changer les contenus dans les cours, donc s'assurer là, qu'on n'a pas de contenu sexiste ou qu'on ne va pas véhiculer des stéréotypes, des préjugés. Ben ça peut être la responsabilité des personnels enseignants. Il y a une responsabilité aussi de changer les approches pédagogiques. Bon, ici, j'ai mis que ça pouvait être la responsabilité des personnels d'encadrement pédagogique, mais des enseignants, enseignantes également, bien entendu. Il y a une responsabilité aussi de changer la formation initiale. Donc, on est vraiment dans un changement systémique. Ce que j'essaie de montrer ici, qu'il y a plusieurs choses à changer. Puis, pour être capable de le faire, bien, il y a plusieurs personnes qui devraient mettre la main à la pâte. Il y a des changements au niveau des stratégies et des structures. Moi, je travaille beaucoup à ce niveau-là, à essayer de transformer ou de conseiller les structures pour qu'elles soient davantage inclusives. Et bon, les structures politiques, par exemple, dans les ministères de l'Éducation, ça arrive des fois qui sont intéressés par ces questions-là. Donc, j'ai encerclé l'approche pédagogique parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais je voulais qu'on voit qu'on fait partie d'un écosystème. Donc, il y a plusieurs intervenants, intervenantes qui peuvent travailler là, dans la même direction. Et puis, quand on lit un peu sur l'inclusion, parce que souvent on me demande, ben, Émilie, c'est quoi une pratique inclusive? Parce que est-ce que c'est la même chose qu'une pratique active, qu'une pratique? Qu'est-ce qui fait qu'une pratique pédagogique ou une pratique professionnelle va être inclusive? Donc, j'ai réfléchi à ça, j'allais lire, et puis je vous propose là 3 caractéristiques. Donc, je suis revenue sur des définitions, donc les pratiques inclusives qui seraient des stratégies qui visent à répondre à la diversité des besoins et qu'elles reposent sur un principe que la diversité est la norme et elles visent à éliminer les obstacles. Donc là, je les ai soulignés ou mis en gras. Il y a 3 caractéristiques ici qu'on peut retenir là, d'une pratique inclusive. Donc, répondre à la diversité des besoins, considérer que la diversité, c'est la norme, et puis on cherche à éliminer les obstacles. Donc ça, ce serait un peu comme nos 3 ingrédients là, pour une pratique inclusive. Donc, je les reprends une après l'autre. Donc, répondre à la diversité des besoins. C'est une collègue qui m'a partagé cette image-là. Je vais la nommer, c'est Lucienne, avec qui j'adore travailler. Donc, elle avait partagé cette image-là, puis j'avais trouvé ça frappant parce que, là, je vous explique la petite flèche là, à double sens. Ce qu'elle expliquait, c'est que souvent, quand on est dans une posture enseignante, pour nous, quand on pense aux besoins de nos étudiants et étudiantes, bien, on va penser qu'ils viennent à l'université. Leurs besoins, c'est la connaissance, les compétences. Donc, vraiment, on va voir comme le point, là, la pointe du triangle. Tandis que quand on vérifie auprès des étudiants et étudiantes, bien, pour être capable d'être à un niveau d'apprentissage puis de développement de compétences, mais il y a d'autres besoins qui sont encore plus importants, comme par exemple le besoin de sécurité, donc de se sentir que à l'université, je suis ou au collégial, je suis à ma place, de signifiance, donc ça a du sens que je suis en train de faire, qu'on me propose aussi des tâches qui ont du sens. Le besoin d'affiliation, que je développe un sentiment d'appartenance à mon établissement, à mon programme, à mon groupe, qu'on me propose des défis qui me permettent de m'engager, que je peux développer mon autonomie et finalement, bien oui, que je développe des compétences. Donc, qu'on soit dans une posture enseignante ou étudiante, on n'a peut-être pas nécessairement la même vision des besoins. Puis quand on pense qu'une pratique inclusive, bien, elle devrait répondre à la diversité des besoins, bien, je pense qu'à la base, on devrait s'informer aussi, puis aller s'informer directement auprès de nos étudiants et étudiantes, ou sinon aller lire parce qu'il y en a des tonnes
de recherche qui nous parle des besoins des étudiants et des étudiantes. Bon. Alors, je vais continuer avec une deuxième caractéristique. Qu'une pratique inclusive, elle devrait éliminer les obstacles à l'apprentissage. Elle souhaite ou elle cherche à éliminer les obstacles à l'apprentissage. J'ai recensé là, quelques obstacles à l'apprentissage. Par exemple, des obstacles, bon, ça nous parle plus, pédagogiques. Hein, il peut y avoir des méthodes d'enseignement et d'évaluation qui sont inadaptées, qui sont peut-être plus rigides, linéaires ou qui reproduisent un modèle qui nous convient comme enseignant-enseignante, mais qui n'est pas nécessairement un modèle qui convient nécessairement aux étudiants qui sont devant nous, aux étudiants. Il y a aussi des obstacles socio-économiques et culturels qu'il faut prendre en compte, même si des fois on n'a pas d'emprise là-dessus, mais il faut en être conscient. La précarité économique, je pense encore à un stagiaire que j'ai eu l'année dernière qui venait du Brésil, qui était fantastique, il était excellent. Puis, mais 2 mois après son arrivée, il me dit qu'il n'avait jamais reçu sa bourse encore. Donc, ça faisait 2 mois qu'il vivait avec absolument rien. Donc, je n'étais pas consciente de cette grande précarité dans laquelle il était. D'autres obstacles, ça peut être des obstacles au niveau de la langue d'enseignement qui est non maîtrisée ou qui est en apprentissage. Puis vous voyez hein, ici que la langue d'enseignement, on a mis ça dans les obstacles culturels, socio-économiques, mais ce n'est pas dans les obstacles cognitifs. J'ai fait plusieurs recherches auprès des personnes allophones et puis on me dit que souvent, on va leur attribuer des problèmes cognitifs quand en réalité, apprendre une langue, c'est un processus, puis c'est temporaire en fait. Bon, la fracture numérique, c'est pas tout le monde qui a accès ou qui est à l'aise avec les outils numériques. Puis, il peut y avoir des normes culturelles et des stéréotypes aussi familiaux, par exemple, qui font en sorte qu'on croit que l'université, c'est peut-être pas pour nous. Moi, ça a été mon cas pendant un grand moment de ma vie. Je me disais que ça, c'est pas pour moi. Puis, les stéréotypes, ce matin encore, je rencontrais un enseignant qui est maintenant un enseignant universitaire, mais qui s'était fait dire quand il était plus jeune qu'à cause de sa dyslexie, il ne pouvait pas choisir telle ou telle filière. Donc, il y a des fois des stéréotypes comme ça qui vont faire en sorte qu'on va écarter des gens. Je continue avec les obstacles institutionnels et systémiques. Donc, formation insuffisante des classes qui sont surchargées. Moi, je n'enseigne pas au premier cycle, mais j'ai des collègues là, avec 300 étudiants, étudiantes, c'est énorme. Des politiques éducatives qui peuvent être non adaptées ou qui ne sont pas interreliées, hein, parce que souvent, on a toute une collection de politiques, mais qui ne se parlent pas entre elles. De l'accessibilité physique des écoles. J'y vais un peu plus vite pour les obstacles cognitifs et psychologiques. Bon, il peut y avoir des difficultés d'apprentissage qui sont diagnostiquées ou pas, manque de confiance et de motivation, puis une charge cognitive excessive. Donc, quand on est en transition, on a plein de choses à absorber, que chaque enseignante a des méthodes différentes, des plateformes différentes, on peut rapidement être en surcharge cognitive. Et finalement, une pratique inclusive, elle devrait considérer aussi la diversité comme étant la norme. Donc ça, c'était notre troisième petite caractéristique. Puis là, je vous propose une mini vidéo de 3 minutes pour nous parler de la norme comme étant la diversité. On y reviendra. It's 1952, and the Air Force has a problem. They've got good pilots flying better planes, but they're getting worse results, and they don't know why. And for a while, they blame the pilots. They even blame the technology. And they eventually got around to blaming the flight instructors. But it turned out that the problem was actually with the cockpit. Let me explain. Imagine you're a fighter pilot. You're operating a machine that in some cases can travel faster than the speed of sound, and where issues between success and failure, sometimes life and death,
can be measured in split seconds. If you're a fighter pilot, you know that your performance depends fundamentally on the fit between you and your cockpit. Because after all, what good is the best technology in the world if you can't reach the critical instruments when you need them the most? But this presents a challenge for the Air Force, because obviously pilots are not the same size. So the issue is, how do you design one cockpit that can fit the most individuals? For a long time, it was assumed that you could do this by designing for the average pilot. That almost seems intuitively right. If you design something that fit for the average size person, wouldn't it fit most people? It seems right, but it's actually wrong. And 60 years ago, an Air Force researcher, Gilbert Daniels, proved to the world just how wrong this really is and what it was costing us. Here's how he did it. He studied over 4,000 pilots, and he measured them on 10 dimensions of size. And he asked a very simple question. How many of these pilots are average on all 10 dimensions? The assumption was that most of them would be. Do you know how many really were? 0. Gilbert Daniels proved there was no such thing as an average pilot. Instead, what he found was that every single pilot had what we call a jagged size profile, right? It means no one's at the same on every dimension. And this makes sense. Just because you're the tallest person doesn't mean you're the heaviest. It doesn't mean you have the broadest shoulders or the longest torso. But this is tricky because if every pilot has a jagged size profile and you design a cockpit on average, you've literally designed it for nobody. So the Air Force realized they had a problem, and their response was bold. They banned the average, meaning that moving forward, they refused to buy fighter jets where the cockpit was designed for an average-sized pilot. And instead, they demanded that the companies who built these planes design them to the edges of dimensions of size, meaning that rather than design for, say, the average height, they wanted a cockpit that could accommodate as close to the shortest pilot and the tallest pilot as the technology would allow. Now, the companies that made these planes, as you could imagine, weren't happy, right? They argued. Bon, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, mais en fait, ce qu'on comprend, ben, vous avez bien compris là, que on peut faire un lien entre la comment on dit, le pilote moyen et l'étudiant moyen, hein, parce que très souvent, on va faire un design où on a ce réflexe-là de préparer la classe pour l'étudiant moyen. Mais en réalité, existe-t-il ou existe-t-elle cette étudiante moyenne-là? Donc, c'est de sortir un peu de cette peut-être de cette vision en tunnel et puis de considérer en fait la diversité comme la norme, comme on le disait, et puis plutôt de viser les extrêmes. Donc, vraiment de regarder les caractéristiques de nos étudiants et étudiantes, puis essayer de pouvoir aller dans des sens différents. Donc, ben, maintenant qu'on a vu quelques caractéristiques là, de pratiques pédagogiques inclusives, encore une fois, je pense que ça serait impossible là, d'être capable de trouver la pratique qui fonctionne pour tout le monde, qui élimine tous les obstacles qu'on a vus,
et puis qui pourrait vraiment transformer notre système. Mais j'ai des suggestions là, que je pourrais partager avec vous d'approches pédagogiques qui pourraient, à un certain niveau, répondre là, à nos 3 caractéristiques qu'on vient de réviser ensemble. Donc, je vais regarder avec vous l'approche de la reconnaissance de la diversité, une approche de la conception universelle de l'apprentissage. Ben, je ne vais pas la regarder en détail, on pourrait en parler pendant 3 heures de ça. Une suggestion d'utilisation de l'approche appréciative. Puis, si on a le temps, on pourra parler de l'approche de l'apprentissage coopératif également. Alors, l'approche de la reconnaissance de la diversité, en fait, c'est... et puis, à chaque fois, je vais vous parler de l'approche, puis je vais vous donner un exemple plus pratique. Donc, la reconnaissance de la diversité, ben, ça implique de reconnaître les identités des personnes, mais pas juste leur identité, les systèmes aussi de pouvoir et d'oppression là, qui peuvent s'y rattacher. Quand on est dans une approche comme ça de reconnaissance de la diversité, souvent, on va être plutôt dans une approche catégorielle. Donc, on va considérer que les étudiants et étudiantes qui ont les mêmes caractéristiques ben, pourraient avoir des défis semblables. Et puis, donc, qui pourraient avoir des interventions qui sont similaires. Donc, il y a plusieurs manières de voir la diversité, là, catégorielle, contextuelle, sociale, mais là-dedans, on est plus dans le catégoriel. Mais, encore une fois, ce n'est pas la meilleure manière de voir la diversité, mais c'est souvent la première, c'est celle qui nous ouvre les yeux sur la diversité des besoins. Donc, je vous donne un exemple. Moi, dans mes cours, je fais systématiquement un sondage anonyme en début de classe. Bon, je ne commence pas par cette question-là. J'ai toute une série de questions sur dans quel programme vous étudiez, comment est-ce que vous apprenez le mieux, etc. Et j'arrive tranquillement là, à des questions plus sur la diversité. Puis ça me permet en même temps, puisque la plupart de mes cours parlent un peu de diversité, d'approcher un peu les contenus. Mais donc, c'est un sondage qui se fait sur Booklab. Je fais ça en ligne. Les gens répondent s'ils veulent, répondent pas s'ils veulent pas. Et puis, on peut voir là, les bandeaux augmenter, diminuer. Puis ça nous donne une idée de qui est dans la classe. Donc, puis pour la reconnaissance de la diversité, bien, si on pense que une population étudiante a des besoins et des caractéristiques communes, mais ça peut être intéressant de savoir qui est là. Par exemple, les personnes étudiantes de première génération, il y a de la littérature là-dessus. On sait que les personnes étudiantes de première génération vont avoir certains défis, souvent des défis au niveau de l'accès, tout ce qui est administratif à l'université. Ils vont moins connaître les codes parce qu'ils sont moins accompagnés aussi. Donc, par exemple, moi, si je sais que j'ai plusieurs personnes étudiantes de première génération, mais je vais rappeler les dates limites d'annulation des cours. Je vais vraiment m'organiser pour bien expliquer comment fonctionnent les portails. On sait aussi que ces personnes-là, elles sont très, très débrouillardes. Elles ont plusieurs caractéristiques en commun comme ça. Il peut y avoir des personnes avec des difficultés d'apprentissage qui ont un diagnostic ou pas. Puis, mais au Québec, c'est un problème d'avoir des diagnostics parfois, ce qui fait que ça peut causer vraiment beaucoup d'inégalités entre les gens qui ont les moyens de se payer un diagnostic et ceux qui n'en ont pas. Mais les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, habituellement, elles le savent. Si elles ont un diagnostic ou pas, elles savent qu'elles ont des difficultés, puis elles peuvent l'exprimer. Parce que ça génère beaucoup d'angoisse, commencer un nouveau cours, puis se demander si on va être capable, puis si la personne enseignante, elle va être conciliante. Bon. Donc, de poser ces questions-là, ça permet aux personnes de pouvoir déposer là, ces préoccupations-là. Il peut y avoir des personnes qui vivent avec un handicap. Puis là, ici, on inclut des situations de santé mentale telles que dernièrement, je pense que ça fait quelques années qu'on a ajouté là, à la liste des situations de santé mentale l'anxiété. Et puis, on sait que l'anxiété à l'enseignement supérieur, c'est un mal qui frappe très durement les étudiants et étudiantes. Donc, de reconnaître ça, de savoir s'il y a des gens qui sont anxieux, ça va faire en sorte qu'on va essayer d'avoir un plan qui est le plus détaillé possible
de savoir qu'est-ce qui s'en vient, que déjà les évaluations sont planifiées, déjà il y a des instructions, les clés d'évaluation, donc ça permet vraiment de diminuer l'anxiété, par exemple. Bon, il y a des personnes qui ont des responsabilités familiales, qui ont des enfants ou qui s'occupent d'un proche. Mais ça fait en sorte que pour ces personnes-là, ça peut être plus difficile de faire des travaux d'équipe à l'extérieur des heures de cours. Je sais que des fois, on pense que c'est plus facile pour nous d'évaluer en groupe comme ça plutôt qu'individuellement, mais ça pose des réels problèmes là, pour les gens qui ont des responsabilités familiales. Il peut y avoir des personnes qui sont issues de l'immigration ou des personnes étudiantes de l'international. Dans ce cas-là, il faut vraiment être conscient de tous les implicites culturels qu'on pourrait véhiculer. Donc, tant sur le système d'éducation ici au Québec ou en France, peu importe où est-ce que vous êtes, que sur des expressions ou des manières de faire. Donc, être davantage explicite pour être plus accessible. Il peut y avoir des personnes dont le français n'est pas la première langue. Dans ce cas-là, bien, on va essayer de diversifier le matériel, puis d'enregistrer les cours, par exemple. Il peut y avoir des personnes autochtones, inuits ou métisses, puis ben, moi, j'aime bien le savoir. Je fais plusieurs liens dans mes contenus, mais jamais je vais essayer de savoir c'est qui la personne, puis je ne vais pas essayer de l'identifier, de lui donner la parole comme si elle était la représentante des personnes autochtones, mais je pose la question parce que aussi, je veux lui souhaiter la bienvenue puis qu'elle se sente à l'aise dans le cours. Bon, on a parlé de la neurodivergence aussi. Il y a plusieurs personnes dans nos cours qui ont un cerveau qui fonctionne différemment du nôtre. Et je suis certaine qu'il y en a plein aujourd'hui en ligne aussi. Donc, ces personnes-là, elles vont réfléchir, elles vont comprendre les choses d'une manière différente, ce qui fait que peut-être que ça peut être une bonne idée de reformuler, de présenter les choses de diverses manières. On peut y avoir des personnes qui ont grandi dans un milieu socio-économique faible. Souvent, les personnes de première génération, là, il y a un lien à faire ici. Il peut y avoir des personnes qui s'identifient à la large communauté de LGBTQ+. Ben, à ce moment-là, encore une fois, comme les personnes autochtones, l'idée, c'est pas de savoir c'est qui, mais c'est vraiment qu'elles se sentent à l'aise dans notre cours, puis pourquoi pas dans des mises en situation d'avoir aussi de normaliser complètement là, cette population étudiante-là dans nos mises en situation, nos examens, etc. Et finalement, des personnes qui occupent un emploi, ça fait en sorte qu'elles ont de la difficulté aussi à faire des travaux d'équipe à l'extérieur des heures de cours. Donc, moi, j'aime bien savoir ça, ça me permet de m'adapter, mais en réalité, entre vous et moi, quand j'ai planifié mon cours, c'est-à-dire quand je fais ce sondage-là, je ne vais pas aller tout changer mon cours parce que j'ai déjà pris pour acquis que toutes ces personnes-là étaient dans mes cours. Donc, mon cours est déjà le plus possible là, conçu pour répondre à ces besoins-là. Je me suis fait avoir une fois, par contre, là, j'avais une étudiante non-voyante. C'était la première fois que ça m'arrivait. Puis là, je me disais, ah, super, mon cours est tellement inclusif. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais plein d'infographies, puis elle n'avait pas accès parce que je n'avais pas mis de sous-titres là, ou d'explications pour les infographies. Donc, il y a toujours place à l'amélioration, bien entendu. Toujours dans considérer la diversité, il y a cette image aussi qui nous fait la différence entre l'égalité et l'équité. Vous l'avez sans doute vu circuler, là, c'est Laurès qui a fait cette géniale infographie, où est-ce que dans un modèle où on veut donner la même chose à tout le monde, donc dans l'égalité, on a 3 plantes qui sont, en réalité, on pourrait dire entre nous que ce sont des étudiantes. Donc, on a 3 plantes qu'on a mis dans un pot identique et qu'on donne la même quantité de soleil et d'eau. On peut voir que il y en a qui sont chancelantes, il y en a qui peuvent grandir quand même. Tandis que sur l'autre image, celle de l'équité, on peut voir qu'il y a un pot qui a été adapté aux besoins de la personne et que la quantité d'eau et de soleil, elle varie d'une plante à une autre. Donc, quand on est dans un modèle comme ça, si on revient à l'éducation, on est peut-être plus dans un modèle de différenciation pédagogique, où est-ce qu'on va offrir des choses différentes. Mais en réalité, c'est vraiment compliqué de connaître tous nos étudiants et étudiantes, puis de leur offrir à tout le monde ce dont ils ont besoin.
Mais ce que j'aime bien, c'est que travailler à l'enseignement supérieur, on travaille avec des apprenants-apprenantes. C'est pas la première fois là, qu'ils sont dans une salle de classe et ils savent quels sont leurs besoins. Donc, l'idée, c'est de leur offrir ce que j'appelle souvent, moi, c'est un buffet, donc de préparer une panoplie d'opportunités, de choix, et puis eux vont aller choisir là, leur peau, puis leur ensoleillement, etc. Donc, on est toujours là dans la considération de la diversité. Alors, j'arrive à un deuxième exemple, celui de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, c'est une approche, c'est vraiment un cadre fabuleux là, sur lequel on peut bâtir, puis on peut réfléchir à toutes sortes de choses, autant au niveau des environnements que des communications, que vraiment une panoplie de choses. Mais souvent, quand je parle avec des enseignants-enseignantes, on me dit que c'est comment dire, ça fait peur tellement tellement c'est détaillé, puis tellement il y a de choses qu'on peut mettre en place si on veut tendre vers la conception universelle de l'apprentissage. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que on peut s'en tenir à quelques aspects. Puis, ce que je vous propose, c'est de regarder juste là si on s'intéressait à l'accès, donc celui que j'ai encerclé en orange. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir plusieurs modes d'engagement, mais au niveau de l'accès, la représentation au niveau de l'accès, puis les modes d'action et d'expression. Puis, ce que je propose, c'est de voir comment on peut offrir des choix pour la remise des travaux. Donc, en se basant sur la conception universelle, seulement là, sur l'étage d'accès, mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de varier la remise de nos travaux? Par exemple, au niveau de concevoir plusieurs modes d'engagement, on dit optimiser les choix et l'autonomie, optimiser la pertinence. Moi, ce que je fais dans mes cours, c'est que je vais encourager la créativité. Donc, je vais donner des exemples de travaux. Je vais offrir des tutoriels aussi s'ils veulent essayer quelque chose de nouveau. Je vais avoir un calendrier, j'ai mis généreux, mais c'est-à-dire que je vais leur laisser le temps d'expérimenter puis de trouver le mode de remise de travail qu'ils aimeraient choisir. Au niveau des modes de représentation, je vais essayer d'avoir des consignes qui sont neutres, donc qui vont pouvoir convenir à peu importe le type de travail qui va être remis, avec une description globale, puis faire attention pour ne pas mentionner un nombre de pages ou un nombre de minutes, pour essayer de rester le plus universel possible. Et puis, au niveau des modes d'action et d'expression, là, je vais leur proposer toutes sortes de formats de remise. Donc, est-ce qu'ils veulent me remettre leur travail sous forme d'infographie, sous forme de schéma de concept, balado, un article de journal, une présentation PowerPoint avec un commentaire, des dépliants, j'en ai qui me font des sites, j'ai eu des super belles bandes dessinées. Dernièrement, j'en ai moins, mais des vidéos, des péchakucha. Moi, justement, c'était dans un cours avec Christelle Lison que j'ai essayé un péchakucha pour la première fois. J'étais émerveillée. Et puis, je me suis dit, c'est ça, c'est quand on est dans un environnement sécuritaire où est-ce qu'on peut expérimenter des nouvelles choses, mais ça fait qu'ensuite, on a envie de le refaire dans notre travail par la suite. Des présentations interactives, bon, toutes sortes de choses. Moi, j'ai même déjà reçu un livre de recettes, c'était incroyable. Donc, souvent, je vais leur demander de valider avec moi. Avant, dans certains de mes cours, parce qu'il y avait certaines visées au niveau du numérique, là, j'interdisais même le travail écrit. Mais maintenant, là, je le permets. Je sais que pour certaines personnes, ça provoque beaucoup d'anxiété. Mais pour d'autres, justement, j'ai reçu des commentaires comme Ah, mais à l'écrit, je me suis toujours sentie un peu plus restreinte. Puis là, de pouvoir t'expliquer les choses oralement, vraiment, je sens que j'ai vraiment pu te démontrer davantage comment j'avais compris les choses. Euh, euh, de pouvoir user la créativité puis faire des infographies, des schémas de concept, tout ça. Quand j'ai commencé à utiliser ça, l'intelligence artificielle n'était pas aussi développée.
Et puis, ben, ça permettait aussi d'avoir vraiment des travaux uniques là, d'une fois à l'autre. Sinon, je me serais rendu compte là, s'il y avait du plagiat parce que chaque travaux était vraiment différent. Ah oui, puis un autre commentaire, j'ai déjà reçu là-dessus. J'ai un étudiant qui me disait que lui, il a toujours été en retard dans ses travaux, mais que là, cette fois-là, il était toujours, il remettait son travail 2 semaines d'avance parce qu'il avait trop de plaisir à le faire. Donc, ben, c'est des commentaires comme ça là, qui font du bien. Ça, c'est un exemple de grille que j'utilise. Donc, il n'y a pas de mention là, de nombre de pages. Ça reste assez général, mais avec ça, je suis capable d'évaluer tous les types de travaux. Bon, je donne des exemples de formats avec des petits. Puis moi, je suis pas comment on les appelle, donc, technopédagogue, mais je fais juste les pister, puis eux, souvent, arrivent même avec des choses encore plus à jour que ça. Voilà. Alors, ça, c'était pour mes exemples de comment utiliser la CUA au niveau des évaluations, par exemple. Ah, je vois le temps filer. Ben, j'en ai une petite autre ici, l'approche appréciative. Bon, là, je ne vois pas mon sous-titre, là, mais l'approche appréciative, ça peut être une approche, c'est une approche qui a été développée, une approche de recherche qui a été développée, qu'on peut transposer aussi là, dans la pédagogie. C'est une approche de recherche, mais qui est aussi liée là, avec tout le courant de la psychologie positive. Donc, ce qu'on cherche avec cette approche-là, c'est d'identifier les forces, d'identifier ce qui fonctionne bien dans un travail ou chez une personne. Donc, ce que ça implique, c'est qu'on va prendre la personne là où elle est, on va essayer de vraiment identifier des forces, puis on va essayer de s'appuyer sur ces forces-là pour pouvoir s'améliorer. Plutôt que de comparer les personnes entre elles ou d'identifier les faiblesses puis de dire OK, on part de là puis on veut s'améliorer. C'est une démarche qui est différente. Et puis, ça peut être encourageant. Des fois, il y a des étudiants qui ne se sont jamais fait dire que, je ne sais pas moi, qu'ils étaient bons pour faire la synthèse ou la vulgarisation, faire des liens entre des concepts. Donc, d'essayer d'identifier ces choses-là, c'est assez gratifiant. Mais bien entendu, on ne peut pas juste rester dans le positif. Là. Il y a des choses à améliorer, mais on peut, une fois qu'on a identifié des forces, de voir comment ils peuvent les utiliser justement pour s'améliorer. Donc là, j'ai une approche super scientifique que j'appelle la rétroaction de type sandwich. Il y en a qui l'appellent hamburger, il y a toutes sortes de noms. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de source, hein, parce que ça sort pas d'une recherche scientifique. Mais ça me permet de mettre en place l'approche appréciative. Donc, quand je fais des rétroactions, j'essaie d'avoir ces 3 ingrédients-là. Je commence par énumérer toutes les forces dans le travail. Ensuite de ça, je vais parler des points de vigilance, donc peut-être les choses là, qui manquaient ou sur lesquelles il y aurait peut-être des améliorations à faire. Puis, je termine en encourageant, puis en lui pointant certaines forces uniques que cette personne-là a, pas les forces du travail, mais les forces de cette personne-là pour l'encourager là, à aller peut-être à s'améliorer. Ben, ça peut ressembler à ça comme rétro. Là, encore une fois, c'est pas. Je sens que je vous présente des choses super intimes là, dans mes rétroactions, mais j'ai eu le hockey des étudiants là-dessus. Donc, je commence par parler de la force du travail, blablabla. Après, bon, un peu des choses peut-être à améliorer, puis encouragement, puis se baser sur les forces là, pour terminer. Je vais aller super vite là, pour l'apprentissage coopératif parce que, ah non, c'est vrai, vous m'aviez dit 40 minutes. OK, je vais arrêter. Je vais arrêter ici pour l'approche. Alors, je finis avec juste des astuces. C'est ma dernière diapo, après, on pourra discuter. Des astuces, donc, pour mettre en place des approches pédagogiques inclusives sans se fatiguer, moi, je vous recommande vraiment de partager la responsabilité avec les personnes étudiantes. Donc, autant dans la planification que dans la facilitation, hein, on en a parlé, puis dans l'évaluation. Donc, les mettre à contribution, leur offrir des choix, je pense que c'est gagnant. Alors voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Émilie. Et puis, effectivement, hein, tu avais plein de
possibilités, mais peut-être qu'on va pouvoir en discuter. Peut-être tu vas pouvoir les réutiliser avec certains collègues qui ont des questions. Il n'y avait pas encore de questions dans le clavardage, mais les collègues, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire ou à prendre la parole. Si vous n'en avez pas, je vais commencer par une première question. Tu sais, je vais me donner le droit si je ne vois pas de petites mains. Mais là, tu vois, quand tu le dis après, tu vois tout le temps plein de petites mains. Donc, n'hésitez pas à les poser, soit par écrit, si vous voulez que je sois le relais de votre parole, soit à l'oral. Émilie, peut-être une première question. On se rend compte quand même que chez les enseignants, puis ça a été soulevé dans le clavardage, c'est Solène qui le soulevait, elle disait la peur et la variété des rendus, c'est aussi le temps de correction pour les enseignants. Je comprends que Solène est une CP, une personne conseillère pédagogique, parce qu'elle dit pour les enseignants que nous accompagnons. Et c'est vrai, quand on rencontre les collègues, c'est quelque chose qui revient. Alors, comment on peut les aider, les rassurer, les amener à percevoir la pertinence malgré tout des multiples formats, comme le disait d'ailleurs Marie-Dominique dans le clavardage? Oui, tout à fait. J'avoue que, comme je vous l'ai dit, moi, j'enseigne pas à des classes de 300 étudiants. Par contre, je me donne 20 minutes. Je suis capable de faire l'évaluation en 20 minutes des travaux qui me sont remis. Oui, au départ, je ne mettais pas une limite de temps. C'est pas dans la grille, mais je leur demande aussi de se limiter à 15 minutes. Si c'est quelque chose qui est à l'oral. Et puis, des travaux écrits, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir un nombre de pages maximal. Mais ce n'est pas dans la grille d'évaluation, ça va faire partie des consignes qui vont être à part. Et ça permet vraiment d'y arriver là, en 20 minutes par copie. Et il y a une chose que je n'ai pas dite, là, mais c'est que ça apporte tellement de motivation pour la personne enseignante aussi, parce que sérieusement, corriger des copies et des copies et des copies, des fois, ça peut devenir ennuyant. Mais là, quand à chaque fois, tu as une super surprise quand tu ouvres, c'est motivant là, quand il est rendu tard le soir ou très, très tôt le matin. Alors, voilà, c'est ce que je pourrais dire là-dessus. C'est intéressant. Florian, tu avais une question. Oui, salut Émilie, merci beaucoup. Moi, je trouve ça fascinant et en fait, je me reconnais dans plusieurs choses. Tout à l'heure, Christelle disait, je me demande bien qui est le prof normal. Je regardais dans plein des cellules que tu proposais. Je me disais, ah, ça, c'est un peu de moi, ça, c'est un petit peu de moi. Puis, donc, on est tous effectivement anormal d'une certaine manière. Mais justement, ma question, elle est plutôt à un autre niveau. C'est-à-dire que dans le contexte universitaire ou collégial, on est pris aussi de façon plus générale par des standards, par des règles qui font en sorte que les gens sont classés de façon spécifique. Il y a des notes très spécifiques à respecter aussi ou des mesures qui sont très standardisées sur la manière de remettre des notes, de remettre des résultats ou de classer les étudiants. Bref, je me répète, mais comment tu concilies dans la réflexion tout ce travail sur cette diversité-là, cette possibilité, cette richesse, avec les contraintes institutionnelles plus classiques qui nous obligent à standardiser, en gros? Je dirais que des fois, nous-mêmes, on est dans cette reproduction-là parce que là, je pense qu'on parle encore des évaluations, Florian, là, donc comment on peut Parce que c'est marquer. malheureusement, oui, ben c'est ça, en fait, Ouais. c'est malheureusement ce qui nous contraint, qui nous empêche aussi d'être plus créatifs dans les approches pédagogiques originales, qui soient inclusives idéalement. Mais dès qu'on sort un peu, je dirais, des standards classiques, des formats classiques de cours ou d'évaluation, parce que c'est aussi la forme des cours, hein. On ne peut pas faire un peu n'importe quoi. On est au Québec en particulier, on est pris Bien sur sûr. un trimestre souvent avec 3 heures par semaine pendant 15 semaines. Tu sais, il y a toute une structure qui est tellement cadrée, qui est très difficile en fait de Ben, laquelle il est difficile de sortir. bon, là, j'ai déjà assisté à tes cours, Florian. Je pense que tu t'en tires très Ben bien, oui, là. si, On je me n'est souviens pas, très bien. Ouais, c'est pas très cadré. Mais ce que je dirais là-dessus, c'est que je pense que des fois, on reproduit ces cadres-là où on s'en met un petit peu trop sur les épaules sur le cadre classique, parce qu'en réalité, si on parle des évaluations, c'est nous qui déterminons aussi les critères sur lesquels on va évaluer, qui sont en lien avec les objectifs de notre cours. Donc, si notre Mhm. cours a pour objectif de développer l'écriture scientifique, bien sûr, je vais devoir avoir un travail qui permet à l'étudiante de me démontrer qu'il a développé l'écriture scientifique. Mais par contre, si mon cours, c'est de développer un esprit critique sur telle question, mais il y a plein de manières de me le démontrer. Donc,
oui, on a des cadres, mais nos cadres sont d'établir des objectifs, d'avoir nos critères pour être capable d'aller voir s'ils les ont remplis. Et c'est important d'évaluer ce qui a été annoncé, puis pas toutes sortes d'autres choses qu'on se dit que mais c'est important à l'université d'apprendre l'écriture scientifique, par exemple, ou autre chose, mais chaque chose en son temps. Par contre, j'aimerais très bien, moi, réfléchir avec vous tous sur comment faire des encadrements au doctorat qui seraient un peu moins classiques, parce que ça reste, là, Florian, comme tu le disais, il y a un cadre beaucoup plus rigide là, sur le rendu qu'on a à faire à la maîtrise puis au doctorat. Merci. Émilie, il y avait une petite demande dans le clavardage de Marie-Dominique, si tu pouvais nous expliquer en quelques mots ta dernière approche, juste pour continuer à nourrir la réflexion. Tu Yeah. n'es même pas obligé de remettre ton PowerPoint si tu veux pas, mais je pense qu'il y avait un élément là qui intéresse là. Et d'ailleurs, Marie-Dominique parle aussi de pratiques alternatives de notation. Puis ça, c'est Oui, ben assez oui, bien sûr. intéressant, hein, même la différence entre évaluation et notation, l'évaluation Oui. comme processus, la notation comme finalement annonce du résultat au final du cycle complet, ce qui est souvent mal perçu tant par les Oui. étudiants que par certains de nos collègues. Ah oui, c'est ça, mais vraiment, on aurait beaucoup d'autres approches qu'on pourrait ajouter. Bien, l'apprentissage coopératif, on en parlait beaucoup dans les années 90, puis là, on a mis ça dans nos classeurs. Mais quand on regarde ce que véhicule l'apprentissage coopératif, on peut voir que ça répond à plusieurs caractéristiques d'une pratique pédagogique inclusive, qu'il y a certains, dans cette approche-là, il y a certains principes, l'interdépendance positive entre les membres, donc on va être dans le socio-constructivisme, mais donc dans l'échange, les responsabilités individuelles, la promotion des interactions, le partage d'objectifs communs. Donc, on pourrait décider dans l'apprentissage coopératif de faire, par exemple, vous avez sans doute déjà utilisé cette pratique-là, les groupes d'expertise. Donc, plutôt que les étudiants vont lire 4 textes ou 4 chapitres, il y a un groupe qui lit un chapitre, un groupe qui lit un autre, tout ça, ils deviennent experts. Après ça, on mixe les groupes et ils s'expliquent entre eux, ils deviennent des experts du chapitre d'un et de l'autre. Puis, on sait que expliquer la matière, c'est une des manières là, les plus puissantes aussi pour apprendre. Donc, voilà. Mais l'apprentissage coopératif, c'est vraiment riche. Puis je pense que c'est quelque chose qui gagnerait à être ressorti de nos classeurs en métal des années 80. Il y a un élément que tu soulèves, Émilie, aussi à travers tout ton discours, c'est le fait que on doit prendre en considération, mais pas stigmatiser, hein. Tu disais, je pointe pas les étudiants. Maintenant, on sait quand même qu'il y a des étudiants, et dans la diversité en tant que norme que tu soulignes, je pense notamment aux étudiants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou qui s'inscrivent, disons, à l'intérieur du spectre, qui peuvent avoir des difficultés avec certaines pratiques aussi qu'on peut proposer. Et là, j'y pense parce que tu parles du coopératif, pour qui, par exemple, le travail en équipe n'est pas un élément facile. Je comprends aussi que dans ton discours, il y a une idée d'importance de diversité de nos pratiques, même à l'intérieur des pratiques pédagogiques inclusives. Et est-ce que toi, tu es du type, ou est-ce que la recherche nous amène à dire, faudrait-il finalement que les étudiants aient, sans être pointés du doigt, le droit ou l'opportunité de mettre en lumière certaines de leurs caractéristiques? Typiquement, et là je pense à un étudiant que j'ai eu dans un groupe qui a donc un spectre de l'autisme assez prononcé, pour qui les aspects sociaux sont extrêmement complexes. Et on s'est rendu compte que le fait que les autres ne le savaient pas, ils le trouvaient juste weirdo, je le dis un peu froidement. Mais quand on a pris la peine de dire, ben, peut-être que tu pourrais expliquer, toi, ce qui te convient comme mode de fonctionnement, puis pourquoi ça t'arrive de ne pas dire bonjour quand tu croises les autres dans le couloir. Comment tu te situes, toi, face à ça? Parce que la vie d'une classe ou d'un groupe, c'est pas juste des pratiques pédagogiques, c'est aussi tout Oui. cet informel qui circule Ouais. entre les étudiants et entre nous et eux. C'est une très bonne question. Ce que je vous montrais, là, mon petit questionnaire pour identifier les personnes étudiantes, c'est vraiment un prétexte pour créer une relation pédagogique avec eux, avec elles, parce que eux s'ouvrent à moi, mais moi aussi, je vais m'ouvrir à eux, je vais leur expliquer un peu qui je suis, je vais leur donner certains marqueurs identitaires là, que j'ai bien envie de partager avec eux. J'essaie de créer un lien de confiance. Ce que je dirais là-dessus aussi, c'est que la recherche nous a dit que
le simple fait de s'intéresser à eux, même si après on ne change rien dans notre cours, ça a un grand effet là, sur la réussite et la persévérance. Mais pour répondre plus précisément à ta question, ben, je pense qu'une fois que la relation pédagogique elle est établie, on peut inviter les étudiants et étudiantes à nous interpeller à l'extérieur des heures de cours pour nous parler de certaines situations. Puis ça, moi, je leur laisse toujours la porte grande ouverte. Là. À chaque session, il y a quelqu'un qui va accoucher, il y a quelqu'un qui va faire une commotion cérébrale, il y a quelqu'un qui veut me dire, ben pour moi, ça c'est plus compliqué quand tu l'expliques de telle ou telle manière. Puis j'apprends énormément là, des étudiants neurodivergents qui me disent comment ils réfléchissent, puis comment ils apprennent. C'était vraiment intéressant parce que finalement, et je pense que tu le positionnes bien, c'est l'idée du climat de confiance dans lequel on va se situer. Et ça, c'est c'est aussi faisable quand il y a 300 personnes dans la classe que quand il y en a que 10. Ce climat de confiance, c'est aussi cette ouverture, sans devenir le psychologue des étudiants. Là, l'idée n'est pas là, mais je trouve que c'est un élément intéressant. Didier, tu avais une question, puis je te laisserai enchaîner pour la conclusion du webinaire, si ça te convient. Ça me convient. Merci beaucoup. Merci pour tous ces apports, ces échanges. Émilie, j'ai une question. Je ne suis pas sûr qu'il soit possible d'y répondre en 1 minute et 30 secondes. C'est la suivante. C'est sur la question des postures enseignantes. C'est-à-dire, à partir de quand, enfin, n'y a-t-il pas une problématique qui est liée aussi à notre acceptation personnelle de la diversité? Bien sûr, Didier, je pense que poser la question, c'est y répondre. Par contre, il y a plusieurs manières de voir la diversité. On peut la voir vraiment de manière catégorielle, comme ça, des catégories, mais on peut la voir sous des angles plus contextuels. Je pense il faut euh, c'est comme inévitable si on se met à s'intéresser au public qui est devant nous, de constater sa diversité, puis même juste de réfléchir à notre propre diversité, ben, ça nous fait ouvrir les yeux sur le fait que probablement que chaque personne devant moi est aussi unique. Mais Didier, je pense que c'est peut-être des éléments déclencheurs qui vont permettre aux enseignants, Hmm. enseignantes de s'intéresser à ça, mais je pense que tu partages mon opinion, ça devient de plus en plus indispensable, tout ça aussi. Oui, et puis je pense qu'il y aurait tellement de choses à dire que nous arrivons au terme de ce webinaire, au terme de 59 minutes et 30 secondes. Moi, je voulais vraiment, au nom de toute la section IPU Amérique, vous remercier, chers adhérents et adhérentes de la section IPU Amérique, et chers invités et amis des autres sections et du monde entier. Et surtout, merci parce que nous avons été jusqu'à 35 personnes présentes aujourd'hui sur une thématique qui révèle à la fois, bien sûr, la notoriété d'Émilie, et je te remercie d'avoir accepté entre deux voyages, parce que Émilie est en voyage, et puis aussi, comment dire, cet intérêt autour de mais, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans l'enseignement supérieur et comment tous ensemble, hein, échanger, discuter, poser des questions, les problématiques, comment dire, qui émergent, que nous ressentons autour de ces transformations, voulues ou non. Et pour nous accompagner collectivement dans la poursuite de cette réflexion, ben, je vous mets tout de suite dans l'espace de partage ben, le prochain webinaire qui aura lieu le 11 novembre sur la question des tuteurs intelligents. Je me permets de mettre aussi, pour mettre à l'agenda, ben, il y aura le colloque, mais il n'y a pas encore le site développé, mais le colloque d'IPU, d'IPU international, donc à Mamet au mois de mai, et je vous mets le lien vers le colloque Diversité et réussite de 2026. Je vous remercie, je vous renouvelle nos remerciements pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Et vous aurez l'enregistrement bientôt, ainsi qu'un petit questionnaire qui vous sera envoyé par Florie. À bientôt. Merci. De Merci refaire de la radio, beaucoup. Didier. Merci, Émilie. Salut. Merci. Au revoir. Oui, monsieur Florian, je devais passer l'antenne. Ouais, c'est Cognac ça. G. T'es vraiment très radiophonique, Didier. J'adore ça. Mais je te raconterai. Enfin bref. Euh, Oh, une autre de tes multiples vies antérieures, c'est ça? Ou
Non, mais en tout cas, merci vraiment. Et puis, Laurie, est-ce que tu sais si Émilie pourrait mettre à la disposition des participants son PowerPoint? Je pensais lui demander, mais j'ai pas voulu dire oui tant qu'on n'avait C'est pas. parfait. Si tu as l'occasion de lui demander, parce que je pense qu'il serait, Ouais. il va être très populaire au vu du nombre de demandes. oui. C'est noté. Et Didier, est-ce que tu pourras récupérer, normalement sur Zoom, on peut aller récupérer la liste des gens. Je vais la récupérer pour toi. Ah, Super. super. Mais oui, je En tout cas, récupère tout. c'était les récupérateurs. Mm, Merci mm. beaucoup pour toute Ah, l'organisation. Puis je suis vraiment très, très contente que ça ait porté fruit. mais Ouais. continuons. Oui. Bravo. C'est tous Ouais. ensemble. Oui, on avance. Merci. Bel À après-midi très tout le monde. bientôt. Bonne Bye soirée bye. aux collègues ailleurs. C'est ça. Bye bye. À bientôt. À bientôt.